je suis Antigone Charalambous. De profession, je suis psychologue clinicienne et sexologue. Et cela depuis 2006. On est en 2023. C'est vrai que les années passent, mais ça va, donc voilà. Et je ne sais pas si c'est intéressant de dire... j'ai commencé à travailler avec des personnes qui étaient en grande exclusion. C'est-à-dire, dans la maison dans la rue, hein, qui était un établissement justement d'insertion. Et grande exclusion veut dire des personnes qui vivaient entre autres dans la rue, avec des maraudes qui étaient faites. Et donc du coup, c'est à ce moment-là que, je me suis rendu compte qu'il y a une importance, il y a un rôle qui est joué par les substances psychoactives, essentiellement l'alcool, voilà. Parce qu'il faut bien survivre en fait des situations extrêmes et particulièrement traumatiques. Je pense à la rue, mais bon. Historiquement, après, j'ai découvert qu'il y a tout le parcours de vie en fait des personnes avec des situations particulièrement blessantes. Je ne veux pas dire traumatique, parce que c'est un petit peu chargé psycho, mais c'est ça en fait. Hein. C'est ça. Et l'autre aspect qui a été la sexualité. Mais c'est vrai que c'était un petit peu biaisé parce que la sexualité est quelque chose que... qui me travaillait depuis longtemps, dans le sens où ce n'était pas pour moi un sujet. C'était un comportement complexe comme tout autre comportement complexe. Et sans doute ayant un parent, une mère biologiste, je pense que ça a aidé. C'est-à-dire que tout est dans notre développement et tout fait partie en fait de la vie justement, la vie dans le sens du vivant, si vous voulez. Ce qu'on appellerait, je pense, aujourd'hui le vivant. Et donc, sans doute que c'est là que j'ai rencontré pas mal de personnes séropositives que je ne savais pas qu'elles l'étaient encore, mais donc voilà. Et très vite après, je me suis impliquée en fait dans le VIH et dans la question des maladies infectieuses et des infections sexuellement transmissibles. Et ce qui a fait que je suis arrivée en fait à l'hôpital. Ça va pas être très, très original, mais tant mieux parce que c'est important. Je pense que ça a été un moment station pour beaucoup de personnes qui étaient novices et ignorantes de la situation. Philadelphia. Quand Philadelphia est sorti, j'étais encore enfant. Je suis née donc en 83. Ce qui fait qu'on était pile poil juste 1 ou 2 années après que l'équipe justement l'équipe française a fixé, en fait, a découvert en fait le virus. Je n'ai pas de souvenir de la période avant, cette période particulièrement confuse où énormément de choses ont été dites très profondément stigmatisantes maintenant. En fait, elles étaient stigmatisantes aussi à l'époque, mais aujourd'hui encore, j'ai l'impression en fait qu'on le sent encore plus. Le potentiel destructeur qu'elles avaient en fait. Je n'ai pas à souvenir en fait de cette personne, de cette période. C'est une période que j'ai découvert après. Mais j'étais déjà très sensible, on va dire, à ça. C'est comme si, un petit peu comme avec la question de la sexualité, comment on fait des enfants, cette question que je n'ai jamais vraiment posée parce que c'était comme si je la connaissais. Et il faut dire aussi que j'avais mes livres, on va dire, sur le corps, et c'était un sujet qui n'était pas du tout tabou, en fait, à la maison, parce que je
pense que ça aide que d'avoir une mère biologiste qui se trouve après était aussi bien avec elle-même et avec son corps. C'est des choses que j'ai pu découvrir. Cette petite remarque, c'est plus en tant que psychologue que je me rends compte en fait comment on peut transmettre en fait aux enfants, sans doute sans le faire de façon très comment dire, très organisée des choses, c'est-à-dire le fait que ma foi, un comportement sexuel est un comportement comme tout autre. Et c'est vrai que ça a commencé comme ça. Étant enfant, je n'ai jamais compris pourquoi on faisait un sujet du dit sexe. Juste, j'ai grandi en Grèce. Hein, je suis moitié grecque et moitié française, avec un père d'origine ivoirienne. Et donc du coup voilà. Et j'ai su en fait qu'il y avait ce virus, parce que donc je voyais en fait ce qu'était un virus. Virus, microbe, c'était la même pour moi, hein, à l'époque en fait en tant qu'enfant. Et je me disais déjà que s'il y avait une possibilité en fait d'isoler cela, bah, ce serait pas un sujet. Comme voilà, un petit peu une explication d'enfant, on va dire. Hein. Et je crois que tout s'est cristallisé quand j'ai vu Philadelphia. Et avec cette, je veux dire, on va dire, forte de cette compréhension biologique des choses, je me rappelle une grosse révolte dans la scène où le personnage de Tom Hanks aux toilettes, en fait, sort et la personne derrière lui, horrifiée, ne va pas aux toilettes et va même se plaindre, si je ne me trompe, en fait, qu'il était en train d'utiliser les toilettes, que tout le monde... Rien que de vous le dire maintenant, j'ai la chair de poule, parce que c'était un non-sens pour moi. C'était un non-sens. Et une des raisons conscientes, on va dire, pour lesquelles je suis devenue psychologue, et que j'étais convaincue que si les personnes en fait sont informées des choses et qu'elles arrivent à comprendre des choses, elles ne vont pas avoir des réactions. Je ne veux pas caractériser ça comme, je veux dire négativement, parce que l'ignorance a un potentiel destructeur. Mais qu'elle pourrait réagir de façon plus réfléchie et donc voilà, au moins questionner, au moins freiner, voilà, des choses et oui, et éviter en fait que ce soit blessant, que ce soit destructeur. Et donc voilà, je pense que c'est la première mémoire et souvenir très net, très clair autour en fait du VIH qui à l'époque en fait s'appelait SIDA, AIDS. Ce qui nous amène à aujourd'hui, j'ai eu une facilité très grande à dire le mot VIH. Et sans reprendre les personnes avec lesquelles je travaille, donc les dits patients et patientes, je dis les personnes avec lesquelles je travaille parce qu'en effet, on n'est pas psychiquement malade. Ça n'existe pas en fait. La maladie psychique, la pathologie psychique n'existe pas en fait. Il y a de grandes discussions là-dessus. Hein. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait des symptômes qui sont toujours les mêmes chez les personnes? Oui, et pourtant, ils se combinent de façon tellement différente. Et ça joue tellement différemment pour chaque personne on ne peut pas avec certitude à chaque fois isoler ces structures dites pathologiques. Tandis qu'un diabète, tandis qu'un VIH, tandis qu'un cancer aura toujours la même forme chez n'importe quel organisme en fait. Et on pourra l'isoler même sans connaître en fait la personne. Or, dans l'aspect psychique, voire même mental, il nous faut connaître la personne. Il nous faut que la personne nous parle. Il nous faut qu'on la voie fonctionner, ou pas. Donc c'est pour ça que je n'appelle pas
Et j'espère en fait que je vais vraiment résister à toute circonstance pour ne plus du tout appeler les personnes en fait patientes. Cliente ne me vient pas du tout à l'esprit de toute manière. Donc c'est même pas, en fait, les personnes ne sont pas clientes. Par contre, ce sont des personnes avec lesquelles je travaille. Et donc du coup, aujourd'hui, même face à elles, je dis donc, même si elles parfois, mais de moins en moins, elles disent sida, je leur dis ok, le VIH. Mais j'entends en fait qu'elles disent sida. Parce que vivre les choses comme une maladie est aussi bien sûr quelque chose que la personne peut apprécier pour elle-même. Je ne peux pas venir et dire à la personne qu'elle est ou n'est pas malade. Par contre, on sait que un virus n'est pas en soi une pathologie. Aujourd'hui, donc oui, VIH et donc les personnes, c'est vrai qu'elles disent de moins en moins sida parce que c'est un mot aussi qu'on n'utilise plus tellement au quotidien, j'ai comme l'impression. En tout cas, les professionnels ne l'utilisent quasiment plus. C'est vrai que je ne l'utilise plus à moins que ce soit ça, ce dont on parle. Les personnes avec lesquelles j'ai eu à travailler au stade sida, il y en a eu, mais c'est comme on dit, des personnes qu'on n'a pas, qui n'ont pas été dépistées à temps, ou assez rapidement, avec un parcours justement de vie, une arrivée en France dans un moment où justement le VIH avait avancé, s'était déclaré. Et donc il y en a moins. Il y en a encore. Mais comme on dit, en fait, elles sont, comme il y a les traitements maintenant, elles ne le restent plus longtemps à ce stade sida. Et c'est la raison pour laquelle on va dire, moi je ne vais pas nécessairement utiliser ce mot. C'est purement descriptif, en fait. Voilà. Je n'oublie pas que ça existe. Parce qu'il n'y a pas que la France. Voilà. Il n'y a pas que la France. Et c'est vrai que je fais partie de ces professionnels qui n'ont pas eu à vivre en tant que professionnels, puisque donc né en 83, toute cette période sans traitement, sans aucun traitement. Et j'ai aussi clairement le souvenir des premiers traitements et aussi des mouvements qu'à l'époque je ne comprenais pas, de personnes qui ne prenaient pas leur traitement et qui revendiquaient le fait de ne pas les prendre parce que les traitements étaient particulièrement toxiques. Il y avait une toxicité et donc qui n'était pas décrite, on va dire, dans les différentes interviews que j'avais à découvrir à l'époque dans les difficultés du quotidien, mais que personnellement je pouvais m'imaginer, parce qu'encore une fois cet intérêt, on va dire, pour la biologie faisait que voilà, en fait, on peut s'imaginer en fait l'impact en fait sur le corps d'une personne, de la sécheresse, de douleur, de nausées, de douleur en fait. Mais c'était jamais vraiment détaillé. Ça, c'est quelque chose aussi que je n'ai jamais vraiment compris. La difficulté de parler du corps. Et je ne pourrais pas, j'ai pris le temps de réfléchir, je ne pourrais pas vous parler de la première personne avec laquelle j'ai eu à travailler qui avait le VIH-Sida. Sans doute, parce que pour moi, il n'y avait rien de particulier. C'est-à-dire que j'avais à accompagner la personne comme toute autre personne. Jamais eu
de préoccupation ou d'angoisse, de transmission sur moi, comme sur les personnes autour des personnes. Je ne sais pas pourquoi. C'est vrai qu'en vous le disant maintenant, je me rends compte, je n'ai jamais eu peur, si vous voulez, que les personnes avec lesquelles je travaille aient un quelconque comportement qui serait hors cadre, déviant. Sans doute, et là je fais part d'une conviction en tant que professionnel personnel, je ne pense pas en fait que qui que ce soit veuille en fait transmettre un virus, une pathologie en fait de façon délibérée, réfléchie, voilà. Je pense que c'était un peu protecteur parce que j'étais juste inquiète pour les personnes, pour le comment elles allaient pouvoir faire avec ce qui leur arrivait. Pas autrement. Et c'est vrai que je regrette un peu. J'aurais bien aimé en fait me rappeler de cette première personne ou des premières personnes. Est-ce qu'il y a eu des personnes qui m'ont touchée ou qui m'ont... Il y en a plein. Et surtout, ce que je retiens, c'est comment elles ont eu à continuer à fonctionner, tandis qu'elles étaient en train de vivre quelque chose qui les enfermait profondément. C'est-à-dire enfermées à l'intérieur, donc, impossibilité d'en parler, décision de ne pas en parler, pour pouvoir continuer. Et ça, c'est quelque chose que j'ai... C'est pas seulement respecté, c'est que au début je me questionnais, je me dis mais est-ce que ce serait pas plus facile à vivre si jamais c'était su? Et bien sûr après il suffisait en fait de voir en fait l'état de notre société sur la réaction en fait que ça pouvait provoquer. Et bien sûr la réponse était non, les personnes savent. Les personnes savent exactement en fait ce qui leur convient au mieux. Et c'est là que je pense que, en tant que professionnel d'accompagnement, comme dans tout accompagnement, hein, mais là, je sais pas, particulièrement parce que c'est ce que j'ai eu à vivre en fait aussi beaucoup, humilité. Et une confiance envers la personne, c'est elle qui guide un peu les choses. Nous sommes là en tant que garde-fous, garant de quelque chose qui tienne et qui tiendrait, parce que ce n'est pas sans effondrement. Je veux dire, ce n'est pas sans effondrement. Et c'est comme ça que je me suis vue faire. Voilà. Et oui, humilité parce que les personnes en fait savent ce qu'elles font, ce qui est pour elles. Bon, je pense que ça rentre dans un cadre plus général, on va dire, idéologique aussi, de pensée de la personne et de comment elle exerce en fait son autonomie. C'est vrai qu'il faut être à côté et ouais. Je me rappelle en fait très clairement en fait la préoccupation des collègues médicaux et paramédicaux était mais Antigone, tu nous dirais quand même si jamais quelqu'un arrêtait de prendre son traitement. En vrai oui, parce que nous fonctionnons en équipe et parce que c'est voilà, la personne est le patient pour le coup.
et la patiente d'une équipe pluridisciplinaire. Mais de ma position, on va dire, de psychologue, moi j'ai comme un peu devoir et fonction de comprendre qu'est-ce qui se passe autour de cet arrêt, pas d'être dans une injonction. Vous allez me dire, le médecin non plus. Mais bon, chaque profession a aussi ses préoccupations, et ça c'est formidable. On ne pourrait pas avoir toutes exactement les mêmes, sinon on ne serait pas exhaustif. Et encore, on ne l'est pas vraiment non plus. Mais, donc voilà, cette préoccupation de... en fait, la vie pourrait s'arrêter. Et ça, c'est quelque chose qui existe encore aujourd'hui. Même avec les traitements. Je fais partie de ces professionnels qui n'ont pas eu à avoir peur de si les personnes qu'elles accompagnaient pourraient mourir ou pas. Et ça, c'est une immense différence. Je sais aussi, je me rends compte de par mon métier que ça peut faire que quelqu'un va être complètement bloqué, va pas pouvoir réfléchir si il est trop stressé, trop préoccupé, trop angoissé pour l'autre. Or, si les personnes qui accompagnent ne peuvent pas réfléchir, le blocage se généralise. Et donc, oui, j'ai toujours su, et je travaille encore aujourd'hui avec, et ça c'est une préoccupation que j'ai, c'est-à-dire de ne pas, parce qu'on sait qu'il y a les traitements, parce qu'on sait qu'il est possible en fait de les prendre, parce que l'accès est pas gratuit, mais parce qu'il est pris en charge par la sécurité sociale en France, de ne pas renvoyer aux personnes. Mais ce n'est rien. Bien sûr que non, c'est ce que c'est. Et il n'y a que la personne, en fait, qui sait exactement ce que c'est. Le spectre de la mort est encore là. D'autres formes sont prises. Et il y a la question aussi de comment on va être traité, comment on va être considéré, comment les personnes vont considérer ce qu'on a pu faire dans notre vie. Le stigmate prend tellement de formes. Et donc être attentive à ce que moi, en fait, je n'étouffe pas, en fait, ce que la personne ressent et ce qu'elle pense. Parce que c'est pas parce que des traitements sont là que la normalité est générale et que tout est normal. Bien que, essentiel de le dire, on peut fonctionner. C'est pas la même chose en fait que d'avoir peur de transmettre, de ne pas pouvoir avoir des enfants, même si on décide de ne pas en avoir. Je veux dire, voilà. Ne pas être comme les autres. Je veux dire, ça c'est très important. Et ça aussi, ça peut être une forme de mort sociale. C'est quelque chose qui a été suffisamment dit en fait par les personnes et qui est une inquiétude. Je suis en train de réfléchir, est-ce que je pourrais penser à une personne? Non. En fait, je peux penser à plusieurs. C'est vrai que j'ai une dame en fait en tête avec laquelle j'ai eu à travailler dernièrement. Et elle est encore dans un silence par rapport à son VIH qui est total. Il n'y a que l'équipe médicale qui le sait. Mon idée est que ce n'est pas du tout aidant pour elle. Je vois en fait les restrictions qu'il y a. Elles sont visibles. Elle aussi, elle les nomme.
Elle les dit parfois. Elle dit oui, ce serait peut-être potentiellement plus facile, mais il est impensable de dire ça plus loin. Je souhaiterais que ce genre de situation ne puisse plus avoir lieu, en fait. Voilà, je pense que c'est ça. En fait, cet enfermement dont qui a été décrit, on va dire, psychologiquement, et qui est peut-être, oui, la plus grande menace. Oui, je pense que les collègues médecins seraient d'accord pour dire que c'est la chose la plus menaçante aujourd'hui, parce que les traitements permettent, on va dire, d'un point de vue physiologique, organique, un fonctionnement. Et ça, c'est un travail qu'on a à faire, je veux dire, l'ensemble de nous, quoi. Est-ce qu'il est encore supportable, acceptable, qu'en 2023, il y ait des personnes qui ne se sentent pas autorisées ou possibles, en fait, à ne pas exprimer, c'est ça, en fait, ce qui me semble terrible.